On va maintenant s'intéresser à la partie basse de l'image et modifier sa colorimétrie. Ici, on a deux choses intéressantes dans cette image. On a bien évidemment un côté un peu smoothie qui est lié à la pose longue, hein, donc les vagues ont légèrement disparu. On va essayer de l'augmenter. Je vais donc créer une nouvelle étape, de nouveau dégradé. Je vais sélectionner la mer qui m'intéresse. Voilà, et comme vous pouvez constater, de nouveau, ça va englober mes petits rochers sur lesquels je ne veux bien évidemment appliquer aucun effet. Je vais donc gommer le masque sur mes petits rochers et sur cette partie-là. Voilà, je vais réduire la taille de mon pinceau pour que ça ne s'applique pas sur le rocher du milieu non plus. Et je vais désormais sélectionner un filtre. En l'occurrence, sur les effets de pose longue, il y a un filtre que j'aime beaucoup, qui s'appelle le Glamour Glow. Comme vous allez constater, ça ne fait qu'augmenter le côté smoothie, avant, après, et je peux jouer bien évidemment sur l'éclat, qui va m'arranger puisque ça va encore augmenter le côté lumineux du smoothie au milieu de l'image. Je vais pouvoir augmenter légèrement ma saturation, ce qui va donner de la pêche à l'image, et je peux encore jouer de nouveau sur la température couleur, ou rajouter des rouges, ou rajouter des bleus. En l'occurrence, on va plutôt tirer sur les bleus de façon à avoir un contraste entre le rouge et le bleu. De nouveau, ce filtre, je peux soit l'ajouter en écran, mais comme vous le constatez, ça blanchit beaucoup trop l'image, ou en produit. Et là, en l'occurrence, ça va l'assombrir beaucoup trop en bas. On peut donc diminuer son opacité jusqu'à obtenir un effet qui nous intéresse. On contrôle bien évidemment le résultat. Et oui, le résultat nous intéresse. On va même augmenter encore un peu l'éclat et la saturation. Alors, de nouveau, on va reprendre le fichier, créer une nouvelle étape. Ce qui m'intéresse ici dans cette mer, c'est qu'il lui manque un petit peu de vert pour la rendre un peu plus péchue et un peu plus naturelle. Comme j'ai déjà fait une sélection pour le filtre précédent, je vais mettre sur la sélection, je vais la copier, et dans ma nouvelle étape, je vais la coller. Voilà, elle est donc récupérée, et je vais changer l'équilibre colorimétrique de l'image en rajoutant des verts, point trop d'infos. Voilà. Et on a une image qui effectivement maintenant a une colorimétrie certes radicalement différente de l'image très terne qu'on avait au départ, mais qui présente un contraste intéressant et une image qui commence à avoir une visibilité. Alors, à ce stade, notre image est presque terminée. On va lui faire un dernier petit traitement qui s'appelle les corrections des petites pétouilles. Il y en a toujours dans une image. En l'occurrence, sur les poses longues en général, on retrouve les taches de capteur ou les poussières sur l'optique. En l'occurrence ici, il y en a très peu, puisque le Nikon D800E de notre ami Yvon est tout neuf. Et je vais utiliser pour ça l'outil correction. Il se trouve qu'il y a deux petites choses qui ne m'intéressent pas beaucoup dans l'image. Ce sont les petites bouées qui sont ici. Et avec mon outil correction des poussières, on va les supprimer purement et simplement. Voilà, ça a totalement disparu de l'image, ça ne me gêne plus, et je sais, pour avoir déjà travaillé cette image, qu'on a ici une petite tache de capteur, même si on n'en a pas beaucoup, et qu'on doit en avoir une autre tout au bout. En général, c'est dans les coins qu'on les trouve. Voilà, il y en a une ici, et il y en a une là. Alors, je suppose qu'avec la résolution de la vidéo, c'est pas forcément très net. Si je vous montrais une image sur mon capteur à moi, on aurait 36 ou 40 points à faire. On va aller vérifier que dans les coins en bas, on n'ait pas le même souci. A priori, c'est pas le cas. Non. On a un petit pixel mort qui doit traîner par là, je ne sais plus où. Voilà. Parfait. Ici, on constate qu'on a une accentuation assez correcte, mais en image assez terne. On va donc revenir sur l'image.
De nouveau, je vais sélectionner une nouvelle étape. Je vais réutiliser mon pinceau. Je vais sélectionner ma zone. Et je vais donner un peu de pêche à cette partie-là de l'image en lui appliquant un tonal contraste, ce qui fait ni plus ni moins qu'un tone mapping sur HDR et qui va me permettre de jouer sur des micro-contrastes. Voilà, on va augmenter un peu le contraste des tons clairs et des tons moyens, ça va augmenter un peu la netteté et on va le mettre en écran, un petit peu pour que l'effet de mon filtre ne se voit pas trop. Voilà, mon image est quasiment terminée. On va maintenant lui rajouter un léger vignettage. Je vais prendre une forme ovoïde, voilà, et on va augmenter. Voilà. Avant, après, mon image a effectivement une lecture, on est bien dans un panorama, mais notre œil reste dirigé sur cette zone-là. Alors, accessoirement dans Photoshop, sur l'image finale que je vous ai montrée, que j'avais publiée, je me suis permis également de rééclaircir un petit peu cette zone-là qui manque encore un peu de pêche avant une impression. Comme vous avez pu le constater, je n'ai utilisé absolument aucune accentuation à ce stade. Mon fichier est toujours un fichier TIFF 16 bits, c'est-à-dire que je possède toutes les informations et il fait toujours 144 mégaoctets. Je reviens sur, et c'est l'intérêt de Capture MX2 que je trouve plus pratique à utiliser que Photoshop 5, même si je pourrais faire exactement les mêmes opérations. Si je reviens sur mon tonal contraste, je peux également en appliquer légèrement ici et là. C'est-à-dire que je peux revenir en permanence sur mon image. Voilà. Et là, mon image est prête à être publiée. On va l'enregistrer. Alors, à ce stade de l'image, on va donc fermer notre image de Capture MX2, quitter définitivement Capture MX2 pour faire deux petites finalisations dans Photoshop qui sont assez simples. Mon image désormais est totalement exploitable. On va attendre qu'elle s'affiche, elle est un peu longue. Le fichier fait quand même 144 mégas, il faut lui laisser le temps de s'afficher à l'écran. Voilà, on va aller lui attribuer un profil colorimétrique universel qui pourra me servir tant pour les écrans que pour l'impression, en l'occurrence le Adobe RGB 98, toujours avec le mode colorimétrie relative en utilisant la compensation du point noir. Je fais OK. Et là maintenant, tous les gens qui ont des écrans calibrés, des imprimantes calibrées, verront exactement la même chose que ce que j'ai à mon écran et l'impression sera conforme à ce que je souhaitais comme image. Enfin, je vais la transformer en 8 bits par couche. Et pour la publier sur Internet ou autre, on va l'enregistrer en JPEG, ce qui va avoir deux effets. Le premier, c'est de réduire considérablement la taille du fichier, mais j'ai toujours mon source en TIFF si j'en ai besoin. Je vais le passer en JPEG. Voilà, cette étape va être assez longue puisqu'il va recalculer la totalité du fichier et passer donc de 3 couches à une couche. Comme vous pouvez le constater, ça prend un petit peu de temps. Voilà, j'ai donc un fichier de 10 mégas qui fait toujours 26 millions de pixels, ce qui permet de faire des impressions à plus d'1,50 m, 2 mètres de large, avec une qualité d'image absolument excellente. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura permis de voir qu'avec des outils très simples, en partant d'une image qui a priori était très bonne, mais présentait quelques petits inconvénients, un peu terne,
représentait un petit souci de composition pour moi au départ. Avec effectivement un fichier source comme celui du Nikon D800E, on a une image absolument parfaite. Voilà, je vous remercie et probablement une prochaine vidéo très prochainement.